Bonjour à tous, je pense qu'on peut démarrer. Bienvenue à ce webinaire sur l'autoconsommation photovoltaïque, donc organisé par le guichet Rénov'-Occitanie de la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup, Cévennes-Gangeoise-Sumenoise, en partenariat avec la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Je vois qu'on est à peu près une vingtaine connectés. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Et puis, voilà, si des personnes se joignent à nous en cours de route. Dans tous les cas, comme vous l'avez vu à l'inscription, ce webinaire est enregistré. Donc, il sera consultable en ligne par notre site Internet. Donc, voilà, si vous voulez vous y référer dans le futur, le lien vous sera envoyé une fois qu'il sera en ligne. On vous enverra aussi le support de présentation en PDF. Voilà. Et donc, en termes d'intendance par rapport au webinaire, on va commencer à aborder les différents aspects d'un projet d'autoconsommation photovoltaïque. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est à peu près vers le milieu de la présentation, de proposer un temps de questions. Alors, soit, en fin de compte, ce qui serait mieux, ce serait que les personnes écrivent leurs questions dans le petit onglet discussion. Si vous regardez, donc normalement en bas, vous avez un bandeau avec un onglet discussion. Donc, si vous pouvez inscrire votre question à ce niveau-là, ce sera peut-être plus facile à gérer que de permettre voilà, aux personnes d'intervenir. On n'a pas l'option lever la main sur ce webinaire. Donc voilà, et en fin de webinaire, on aura un autre temps de questions et d'échanges sur la deuxième moitié donc, de la présentation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de vous être inscrits et de participer aujourd'hui. Donc, je vous présente mon co-hôte, donc Nicolas Révose. Je ne sais pas si Nicolas, tu es... Bonjour, oui, je suis donc Nicolas Révose. Je viens de la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Je travaille donc dans le pool service, qui est en lien direct avec les économies d'énergie et qui propose depuis un peu plus de 3 ans des accompagnements sur les projets photovoltaïques auprès des particuliers. Donc voilà, c'est pour ça que je vais intervenir aussi là-dessus pour donner quelques informations locales sur les données photovoltaïques du secteur et donner aussi quelques informations complémentaires. Merci Nicolas. Oui, donc pourquoi ce webinaire? On voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de questionnements sur l'autoconsommation photovoltaïque et depuis quelques temps déjà. Je pense que c'est important de reprendre, de refaire un tour d'horizon sur voilà, qu'est-ce qu'il y a comme questionnement sur ce sujet, quels sont les mythes potentiels et donc remettre un petit peu les choses à plat. Donc, je vous propose de commencer. Bon, très rapidement, hein, je vous présente le guichet de la rénovation énergétique. Donc, l'espace Conseil France Rénov', qui est porté par les communautés de communes et donc financé par la région Rénov'-Occitanie dans le cadre du programme SAR. Nous, notre mission, c'est d'être la porte d'entrée finalement à tous les questionnements relatifs à la rénovation énergétique. C'est vraiment notre cœur de métier. Nous sommes là pour accompagner de façon neutre, objective et gratuite tout propriétaire d'habitat résidentiel. Nous avons aussi une deuxième mission qui est la mobilisation des professionnels de notre secteur géographique. Donc, on essaye de tisser des relations avec les artisans au niveau local pour essayer d'instaurer une dynamique de territoire, de travailler sur du développement de filières où nous n'avons pas assez d'artisans. Et enfin, troisième volet de notre mission, sensibiliser le grand public sur les questions de la rénovation énergétique. Alors, vous me direz, l'autoconsommation photovoltaïque, ça n'est pas directement de la rénovation énergétique, mais c'est complémentaire. On va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors là, c'est juste une petite... pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire en partenariat avec la communauté de communes? Parce que la principale majorité, on va dire, du territoire est desservie par
la CESML. Donc, historiquement, hein, c'est l'équivalent d'Enedis. Voilà, c'est ça. Sur le territoire, on a donc 2 casquettes. La première, gestionnaire du réseau, GRD, gestionnaire du réseau de distribution, c'est même, le même métier qu'Enedis. Et la seconde, c'est fournisseur d'énergie, au même titre qu'EDF. Et à ce titre-là, on est donc fournisseur d'énergie au tarif réglementé de vente d'électricité. L'État qui fixe les conditions et on les applique telles quelles, comme le ferait EDF à n'importe où dans le territoire. Voilà, donc vous êtes l'équivalent de Enedis EDF Voilà, c'est ça. sur notre territoire. Et donc, on voit bien que enfin, en fait, c'est quasiment tout le territoire du Grand Pic Saint-Loup et une partie aussi du territoire Cévennes-Gangeoise-Sumenoise, un Ouais. petit peu vers le nord, vers Brissac. Oui, voilà, c'est ça. C'est une 50aine de communes et la coopérative est présente sur le territoire depuis un peu plus de 100 ans maintenant. Voilà. Et donc, dans le contexte de l'autoconsommation photovoltaïque, ce sera vous qui achetez. Exact. Voilà, on est acheteur obligé, donc au même titre que EDF OA. Donc, on achète l'électricité exactement dans les mêmes conditions, hein. C'est l'État qui fixe les règles et on les applique de la même manière. Donc, on vient s'occuper de la partie branchement, donc raccorder vraiment au réseau avec un système de comptage qui va vous permettre de vendre l'électricité soit de manière totale, soit en surplus quand il y a de l'autoconsommation, mais ça, on le décrira un peu. Un peu plus tard en détail, oui, tout à fait. Donc, on parlait à l'instant des missions du guichet et de voilà, la partie rénovation énergétique. C'est vrai que la priorité absolue de notre point de vue, hein, et du point de vue de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, c'est isoler, isoler, isoler les bâtiments. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on isole et plus on réduit les besoins de chauffage et de rafraîchissement d'un bâtiment. Donc, on est vraiment dans je dirais une perspective de sobriété, d'efficacité, et ensuite, les énergies renouvelables viennent compléter le tableau. Donc, en termes voilà, juste un petit rappel sur la rénovation énergétique, un exemple d'une maison de 1974 qui n'aurait pas été isolée, donc avec une construction datant de 1974. On voit en effet les points de déperdition les plus importants de cette maison, avec la toiture en premier, les murs en second, les fenêtres, voilà, si on est en simple vitrage et qu'on passe en double vitrage, etc. Et donc, voilà, si vous souhaitez, si je ne vous ai pas encore vu en conseil, donc Rénov Occitanie ou France Rénov, n'hésitez pas à prendre contact avec le guichet pour la partie rénovation énergétique. Alors, au sommaire, on va reprendre un peu les principes et généralités de l'autoconsommation photovoltaïque. On passera ensuite à des notions de dimensionnement d'une installation. Les différents modèles économiques seront abordés, ainsi que les financements et les aides financières associées, hein, différents modèles. Et puis après, tout ce qui va être démarche, voilà, préconisation et conseil. Donc, juste un petit rappel sur les principes et généralités. Il y a souvent en fait une confusion qui existe entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Donc, juste un petit rappel, le solaire thermique, qu'est-ce que c'est? Principalement, c'est connu pour la production d'eau chaude sanitaire. Le fonctionnement est simple. C'est donc un panneau dans lequel circule un fluide caloporteur qui est chauffé par le soleil et qui va, donc ce fluide caloporteur, à son tour, aller chauffer donc, de l'eau qui peut servir donc comme l'eau chaude qu'on peut avoir avec un cumulus classique, mais qui peut aussi être utilisée comme appoint pour du chauffage. Donc, dans ce cas-là, on parlera de système solaire combiné. Donc, c'est un système qui s'adapte sur un réseau de chauffage central, donc soit plancher chauffant, soit radiateur, et qui peut contribuer largement, hein, on dit jusqu'à 40% des besoins en chauffage pourraient être pris en charge par le solaire thermique, et produire aussi l'eau chaude sanitaire. Donc, pas du tout le même fonctionnement que le solaire photovoltaïque, puisque là, on parle vraiment de l'effet photovoltaïque, où on a un module donc, qui se sert des photons de la lumière donc, contenus dans les rayons du soleil
pour, on va dire, exciter un matériau semi-conducteur. Et donc, cette excitation d'atomes provoque une circulation d'électrons qui va créer donc des différences de potentiel et qui donne ainsi un courant électrique. Donc, on va détailler un petit peu plus comment ces installations se matérialisent. Mais voilà, très important de bien distinguer en fait le solaire thermique et le solaire photovoltaïque qui n'ont pas du tout le même fonctionnement et pas les mêmes applications non plus. Donc, composition d'une installation photovoltaïque classique. Donc, on voit bien sûr le champ photovoltaïque, on voit ensuite le boîtier de protection, donc courant continu, en deuxième position. On voit aussi un onduleur. Donc ça, après, c'est vrai que au niveau de la fonction de chacun de ces éléments, il y a des protections qui doivent exister au niveau de l'installation électrique. Et donc, on passe souvent de courant continu à courant alternatif parce que le courant alternatif, c'est quand même celui qui est le plus fréquemment utilisé dans une maison. Voilà, c'est celui auquel vous êtes raccordé auprès de votre compteur direct qui fait fonctionner votre téléviseur, votre machine à laver, tous ces éléments. En continu, ça va plutôt être pour des petits appareils portatifs qui marchent sur batterie et sur pile, des choses comme ça. Ordinateur portable, voilà, téléphone portable. Et donc, on voit aussi ce qu'on appelle un onduleur, qui a une fonction quand même très importante dans une installation. C'est la transformation donc du courant continu en voilà. alternative, voilà, pour qu'il soit vraiment que le courant devienne compatible avec le réseau domestique. Alors, sur la diapo, on voit un onduleur qui a l'air d'être un onduleur central. Aujourd'hui, les onduleurs, la plupart du temps, sont directement couplés sous les panneaux. On appelle ça des micro-onduleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ils viennent en amont de la protection électrique. Ils ont le même rôle, mais voilà, c'est des petits modules qui sont vraiment propres à chaque panneau, ce qui permet, sur des petites installations, déjà d'avoir un peu une indépendance entre les panneaux. Donc, s'il y a des dysfonctionnements sur l'un ou l'autre, ça limite les problèmes. Et ça permet de rajouter aussi plus facilement de la puissance en complément si un jour on veut rajouter des panneaux. Et même, j'ai entendu récemment qu'on part même plus sur un couplage optimiseur onduleur plutôt que micro-onduleur parce que voilà, mais on rentrera peut-être plus dans le détail à la prochaine diapo. Donc là, c'est une photo pour vous montrer un petit peu de quoi une installation a l'air. Donc ici, on a l'onduleur. Ici, on a le boîtier courant continu. Et là, le compteur central de la maison. Donc, c'est pour voir un petit peu comment ça se matérialise sur une installation. Oui, c'est un bon point. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a un petit complément aussi, c'est un boîtier de communication qui vient souvent faire la passerelle entre cette installation et vous. Il permet de remonter des informations sur la production. Donc, est-ce que les panneaux produisent bien, en quelle quantité, combien consomme votre maison, quelle est la part d'énergie autoconsommée, la part qui est renvoyée sur le réseau, vous demandez. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des statistiques en continu, des rapports date à date pour vraiment suivre précisément et puis adapter, ce qu'on verra plus tard qui est très important, son comportement pour optimiser la pertinence de l'installation avec l'autoconsommation. Donc là, ce sont quelques éléments complémentaires par rapport aux panneaux photovoltaïques eux-mêmes. Il en existe différents types. On voit donc les polycristallins, monocristallins. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en résumé un panneau monocristallin, c'est fabriqué à partir de chutes de silicium qui a été fondu, donc refroidi et réassemblé. Donc c'est un processus rapide et économique. Et le monocristallin, voilà, on est plutôt sur des rendements peut-être plus importants. C'est composé d'un cristal de silicium unique. En termes de retour d'expérience, je ne sais pas si tu as… Aujourd'hui, on trouve
Très, Très très peu. majoritairement du monocristal. Oui. On parle quasiment que de ça aujourd'hui. Après, il y a des systèmes divers, il y a plusieurs technologies, mais on parle surtout de monocristal. C'est vraiment celui-là qui. Oui. Et récemment, j'ai entendu parler aussi de panneaux monocristallins demi-cellules. Ça a l'air de faire surface un petit peu en ce moment, ce Oui, genre de panneaux. c'est un bon point. Je n'ai pas encore beaucoup de retours là-dessus, mais semble-t-il que ce soit. Voilà, alors d'après les informations que j'ai, ce serait un rendement global plus élevé. Bon, ça reste marginal parce que ça veut dire des augmentations de 2 à 3% en sortie de module. Mais voilà, ça veut simplement dire physiquement qu'au lieu de 60-70 cellules par panneau, on a 120-140 cellules par panneau. Ouais. Donc C'est après, une il y a montagne. peut-être voilà, Optimiser une, la une- une surface. façon d'optimiser davantage. Après, au niveau du, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le processus de fabrication? Bon, c'est relativement complexe. Après, la plupart, de toute façon, des cellules sont fabriquées en Chine et assemblées ailleurs, en partie en Chine et dans d'autres pays. C'est ça. Je crois qu'en Chine et en Corée du Sud, quand on Qu'on produit vraiment produit, l'élément, le ouais, wafer, voilà, c'est l'élément ça, principal. tout à fait. Donc tout à l'heure, on parlait voilà, des différents modèles, soit un onduleur central avec des optimiseurs sur les panneaux ou des micro-onduleurs qui permettent en fait de mieux gérer chaque panneau indépendamment. Et ça, c'est particulièrement adapté quand on a de l'ombre sur une partie de la toiture. Et donc, on veut optimiser au maximum le rendement. Donc, c'est bien d'avoir une gestion unique de chaque panneau. Au niveau des durées de vie aussi, juste pour parler de ça, la durée de vie garantie à un fabricant, c'est 25 ans, autour de 25 ans. Voilà, généralement, les panneaux sont généralement garantis aux alentours de 20-25 ans. Aujourd'hui, on en voit même sur 30 ans. Maintenant, les onduleurs, ça peut être assez différent. Les onduleurs centraux, qu'on trouve moins généralement aujourd'hui sur les petites installations, mais bon, qu'on peut quand même rencontrer, c'est entre 10 et 15 ans les durées de vie. Les micro-onduleurs, c'est plus long que ça. Généralement, ils sont garantis aux alentours de 20 ans. Mhm. Plus compliqué pour aller les remplacer, mais c'est sur des durées de vie tellement plus longues que ça peut aussi pertinence aussi. Oui. En termes de marques, on peut peut-être mentionner quelques marques de panneaux. Il y a les Trina Vertex de Chine, il y a les Solar Day donc, qui sont assemblés en Italie. On a les Smart Modules de Solar Edge aussi. Oui. Voilà. Et donc, il faut faire une distinction entre la garantie rendement fabricant et la garantie fonctionnement du produit, qui sont différentes. C'est important. Vous avez deux grandes garanties sur les panneaux. La première, comme tu le disais, la garantie fabricant, qui va limiter le problème de panne générale sur les appareils, même si c'est vraiment rarissime sur des appareils comme ça. Voilà, quand même, maintenant, depuis le temps, assez. Et la seconde, c'est une garantie performance qui va baser sur souvent 20, 25, 30 ans, va vous garantir un maintien de la production initiale à 80, 85, 87% de la production initiale au bout de 20, 25 ans, par exemple. Dans le temps, il y a de la perte, mais finalement assez faible. Ça reste quand même assez pérenne. Oui. Très pérenne. Très pérenne, oui. Très pérenne. Après, on parle aussi éventuellement d'avoir un gestionnaire d'autoconsommation qui permet un suivi en temps réel, et on peut aussi même faire maintenant du suivi panneau par panneau. Ouais. D'après ce que alors il y a plusieurs familles dans ce domaine-là. Il y a des systèmes qui vont permettre vraiment de faire juste du suivi. Monitoring, on appelle ça, où on va observer est-ce qu'il y a des pannes, comment est-ce que c'est en train de fonctionner, est-ce que ça produit dans ce qui est attendu. Et à côté de ça, il y a aussi du pilotage qui va permettre de déclencher certains appareils meilleurs de leur puissance au moment où on a besoin, au moment où on produit de l'électricité. C'est encore ce principe d'autoconsommation utilisé au mieux pour rentabiliser son installation. Mais
ils ont quand même leurs limites, ces appareils, ces systèmes-là. Que autant le système de suivi des informations de monitoring, il est très important, autant l'autre, le pilotage, il faut voir quel coût y est associé. Parce que ça peut être éventuellement très long à rentabiliser. Que souvent, il y a des techniques assez simples pour piloter les plus gros appareils. Et après, les appareils de complément sont là pour vraiment peaufiner et optimiser les choses, mais voir quel coût il y a. Ouais. Non, c'est vrai que ça peut, d'un point de vue retour sur investissement, ça peut bien Voilà, impacter. il faut vraiment bien choisir. C'est parfois un peu gadget. Tout à fait. Alors là, quelques exemples de à quoi ça ressemble finalement. Donc là, il s'agit plus d'optimiseurs qui sont positionnés. Donc, on voit comment le panneau va être fixé sur la toiture. Et donc, les petits boîtiers qu'on voit à distance régulière, ce sont ces fameux optimiseurs. L'autre peut-être remarque par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on partirait plus sur un modèle avec des optimiseurs qu'avec des micro-onduleurs? Parce que apparemment les micro-onduleurs sont un petit peu plus coûteux. Voilà, après, c'est un retour de terrain. C'est ça dépend, c'est vraiment au cas par cas selon la taille de l'installation, les orientations. Et c'est vraiment au cas par cas. Et après, ce qui est intéressant en termes de retour, c'est que en termes de rendement, la combinaison onduleur centralisé et optimiseur permet quand même d'augmenter le rendement puisque il a été observé, donc on est passé de 1200-1300 kWh par kilowatt crête à 1400-1500 kWh par kilowatt crête. Donc ça peut être intéressant de partir peut-être plus sur ce modèle-là. Donc ensuite, un petit rappel juste très simple sur les unités de référence. Le kilowattheure, c'est la quantité d'énergie produite, bien sûr. Et le kilowatt crête, c'est l'unité qui est utilisée pour le dimensionnement des installations photovoltaïques. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le kilowatt crête? C'est la puissance maximale fournie, selon l'endroit où on se situe et l'ensoleillement aussi. Donc, on regardera plus en termes d'irradiation solaire. Et donc, j'avais peut-être... voilà, c'est pour montrer un peu la différence selon les zones en France. On a des rendements différents. Forcément, le sud de la France, 1 kW crête va permettre de générer le plus de kilowattheures. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, là, c'est juste pour fixer un peu plus dans l'esprit à quoi ça ressemble en termes de surface. 1 kW crête, donc selon le type de panneau, parce que là, on a vu aussi des évolutions au niveau de la puissance par panneau, et donc ça change aussi la taille des panneaux. Donc là, on voit 2 à 3 panneaux pour 1 kW crête. Maintenant, on est peut-être plus à 4 ou 5 panneaux, d'après ce que tu as comme retour de terrain. Non, c'était plus au niveau de la surface. Avant, on était plutôt à 4, oui. 3-4 panneaux. Aujourd'hui, voilà, 1 kW crête, c'est 2 à 3 panneaux, soit des modules de 500 watts chacun ou 375. Parce qu'en fait, voilà, la puissance par panneau a évolué. Ça a démarré sur du 250, pardon. Après, on est passé 375. Et maintenant, on va même jusqu'à 405. Oui, il y a même des panneaux de 500. Voilà. Mais ça commence à être des panneaux quand même après, difficiles à monter en une échelle et à installer sur un toit. Donc, en termes de surface, voilà, à peu près 1 kW crête, ça représente 5,5 mètres carrés pour référence. Donc, voilà quelques exemples d'installations, une sur une toiture classique et une sur une toiture terrasse. Donc, on voit bien les supports avec l'angle d'inclinaison nécessaire. Donc, là, d'autres exemples. Une installation en surimposition, donc comme celle qu'on vient de voir avant. Oui. Installation sur des bacs lestés, c'est plus pour les toitures plates. Oui. Et on a aussi les installations intégrées au bâti, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus parce qu'il y avait eu trop de problèmes d'étanchéité. Exact. Ça fait aussi un surcoût parce qu'il y a tout un bac à faire, on enlevait les tuiles. Aujourd'hui, les problèmes liés aux chutes qu'on a pu entendre par le passé, ils sont plus d'actualité, puisqu'on vient par-dessus les tuiles, on vient sur des rails. Oui. C'est ce qu'on a vu, ce principe de rail qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, on fait voilà, juste une petite pause pour parler un peu des idées reçues. Donc, en termes je pense que chacun a un petit peu son opinion sur le photovoltaïque. Et, donc, voilà, est-ce qu'il faut énormément d'énergie pour produire un panneau photovoltaïque? Parce que c'est la question actuellement, quelle est l'énergie pour produire, créer des denrées? Donc, en moyenne, donc la réponse, hein, c'est, je mets toutes les affirmations ou les idées reçues, mais en moyenne, il faut 1 à 3 ans pour qu'un panneau photovoltaïque produise l'énergie nécessaire à sa fabrication. Donc, pour une durée de vie de 25 ans, Oui, c'est largement relativement raisonnable. Ensuite, les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas. Ça, c'est une autre perception, on va dire, du public. Et en fin de compte, si on regarde vraiment la composition des panneaux solaires photovoltaïques, c'est composé principalement de verre, d'aluminium et de silicium. Et ces 3 matériaux sont très facilement recyclables actuellement. On a des études qui démontrent que les panneaux photovoltaïques sont recyclables à 95%. Ensuite, la durée de vie des panneaux est trop courte. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure. Maintenant, la plupart des fabricants s'alignent tous sur la même garantie, on va dire, de durée de vie. On est sur du très long terme. On est sur du 25-30 ans, voilà, si on entretient suffisamment. Donc, voilà, on estime à 0,5% la perte de puissance annuelle d'un panneau. Donc, c'est très peu. En moyenne, hein, les hauts de gamme descendent même en deçà de ça. Oui. Et les constructeurs donc, garantissent 80% de la puissance d'origine pendant 25 ans. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi comme chiffre. Ensuite, les panneaux photovoltaïques sont composés de métaux et terres rares. Eh bien non, en fin de compte, ce n'est pas le cas puisque le silicium cristallin, qui est donc une technologie, hein, est constitué essentiellement de verre, d'aluminium et de silicium, comme on l'a vu. Et donc, il ne s'agit pas de métaux ou d'éléments rares. Les panneaux sont tous fabriqués en Chine, c'est vrai et c'est faux, puisqu'on a vu que les cellules elles-mêmes sont quasiment toutes produites en Chine ou en Corée. Par contre, l'assemblage peut se faire voilà, en Allemagne, en Italie, dans tout un tas de pays différents. Donc ça, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure par rapport aux productibles en termes de dimensionnement. Là, on fait un petit rappel sur l'orientation et l'inclinaison. Donc, en fait, en termes d'inclinaison optimum, hein, je pense qu'on arrive toujours à peu près sur le même… Oui. Voilà, qui va plutôt être plein sud. Une pente de 30 degrés. 30 degrés. Voilà. C'est ce qu'on a dans notre région, à peu près dans la toiture. Donc ça, c'est quelque chose qui… Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, quand on s'en écarte, enfin, il ne faut pas nécessairement chercher à avoir des conditions parfaites. Les projets restent valables, tout ce qu'il faut. Bon, bien sûr, bannir l'orientation nord, mais après, un projet est-ouest va trouver aussi sa pertinence parce que ça va réguler la production sur la journée. On aura plus tôt le matin jusqu'à plus tard le soir, ce qui est très positif pour autoconsommer l'énergie qui est produite. Même si on va produire une quantité moindre à la fin de la journée, quelque part, on s'y retrouve avec l'autoconsommation. Les projets restent pertinents, même si on n'est pas plein sud. Ce qu'il faut, par contre, faire attention, c'est les ombres portées. Donc, éviter, ça, par contre, c'est très important. Hein, si on est sous les pins, comme il y a à Saint-Clément ou à d'autres endroits, ça peut présenter une vraie limite. Alors, l'environnement du site, c'est exactement ce que tu viens de mentionner. C'est ça. Donc oui, voilà, toujours faire bien attention, en effet, aux abords du bâtiment sur lequel l'installation va être posée pour essayer de… Maximum de l'énergie solaire, voilà. Ça paraît assez logique. Hein, c'est ça. On évite les masques solaires, voilà. Les toitures à géométrie un peu trop compliquées.
Et bien sûr, les toitures amiantées qu'on ne peut absolument pas toucher, Exact. sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc, voilà, il est généralement nécessaire d'avoir une étude structure pour faire une installation photovoltaïque. Alors, modèle économique, on va parler d'abord de la vente totale. Donc, il y a une première possibilité, bon, ça sort du cadre un peu de l'autoconsommation, mais je pense que c'est important de le mentionner brièvement. Il y a possibilité, donc, si on le souhaite, de vendre toute sa production aux voilà, entreprises locales de distribution comme la CESML ou à EDF. Il y a donc un tarif d'achat réglementé qui évolue chaque trimestre. Voilà. C'est un contrat sur 20 ans. Exact. Ça change pas. Par contre, non reconductible. Voilà. Et puis, historiquement, c'est venu de là, en fait, le photovoltaïque à la base. Hein, c'est la vente totale en principal. C'est ça, les tarifs de rachat étaient très élevés. Ils ont une tendance à largement diminuer. Aujourd'hui, ils repartent à la hausse pour favoriser le photovoltaïque sur le territoire, j'imagine, pour que les gens qui n'ont pas la possibilité ou l'intérêt à le faire de l'autoconsommation puissent quand même avoir des projets photovoltaïques qui soient rentables financièrement, qui soient pertinents. Parfait. Donc, c'est plus adapté pour des petites consommations d'électricité. On rentrera un petit peu plus dans le détail. Et aussi, si on a vraiment une très grande surface de toiture disponible, ça peut être très intéressant. Pour information, en vente totale actuellement, le tarif d'achat de 23,49 centimes par kilowattheure, donc jusqu'à 3 kW crête. Voilà. Et ensuite, entre 3 kW crête et 9 kW crête, on est à peu près à 19,87. Quasiment 20. 20, donc, presque 20. Ça a bien augmenté. Un an plus tôt, quasiment, il était à 15-21, donc il a augmenté. C'est ça. Ça a bien réaugmenté là, récemment. Il y a eu beaucoup d'aides qui ont vraiment incité en tout cas, aller vers le photovoltaïque, bien en termes de tarifs de rachat que en prime à l'installation qu'on verra plus tard. Oui. Donc voilà justement le tableau d'évolution. On voit rien qu'entre la fin 2021 à début 2022, où on était à 17,89. Voilà, maintenant on est passé à 23, même 49, oui, c'est ça. Donc c'est une évolution intéressante. Donc ensuite, en dehors de la vente totale, on a l'autoconsommation. Il y a deux types d'autoconsommation, voire même trois, on en parlera, mais l'autoconsommation avec vente du surplus ou cession gratuite. L'autoconsommation totale quand on n'est pas du tout connecté à un réseau. Exact. Et je vais juste ajouter, on rentrera dans le détail un tout petit peu tout à l'heure, aussi l'autoconsommation avec stockage virtuel, dans certains cas. Voilà. Mais, je te laisserai. on en parlera. Donc voilà, bon, un petit rappel, physiquement l'électricité produite sera toujours consommée au point le plus proche. Donc ça, c'est bien de garder ça à l'esprit. Donc en termes, alors on va peut-être voir s'il n'y a pas des questions déjà. Alors on a deux premières questions. La première, que doit-on penser des panneaux plug and play du type de ceux proposés par Lidl dans ses magasins en Allemagne? Alors, il y en a même, on en voit chez Castorama ou Leroy Merlin, on en voit de plus en plus. Pour l'instant, on n'a pas trop de recul, mais oui. Il faut voir le prix associé d'abord. En fait, ça peut être intéressant d'ouvrir un petit pas un petit fonds de consommation à la maison, mais il faut avoir en tête qu'on va être limité dans les puissances. Et c'est souvent des très petites installations qu'on va poser dans le jardin. Après, il faut voir si c'est acceptable ou pas esthétiquement. Mais ce qu'il faut avoir en tête d'abord, c'est vraiment de savoir si ça va être rentable financièrement. Pour y arriver, il faut connaître le prix. De ce que j'avais vu, c'était encore un peu cher pour être rentable versus des installations en toiture. Voilà. Mais
Pourquoi pas, en complément, s'il n'y a pas de possibilité d'exploiter la toiture d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur la réduction des consommations parce que ça reste voilà, des petits modules qui font quelques centaines de watts crête contre jusqu'à 3000 watts crête pour une installation standard. En fait. Oui. Voilà. Donc, c'est plutôt pour vraiment des petites… Voilà, ouais. Peut-être en complément et si vraiment les coûts sont très intéressants. La deuxième question, comment déterminer la puissance nécessaire? Ben justement, on va en parler un petit peu plus tard, donc je ne vais pas répondre à cette question. Donc, si on revient, c'était tout comme question pour l'instant. Voyons. Pourquoi les prix sont toujours élevés? Qu'est-ce qui fait le prix d'un panneau, les matériaux et le bénéfice pour réaliser par le Alors, les prix peut-être on relie la question pour tout le monde parce que du coup, donc pourquoi les prix sont toujours élevés donc des panneaux photovoltaïques? Qu'est-ce qui détermine donc le prix, les matériaux ou les bénéfices réalisés par les fabricants? Si on voulait vraiment passer à cette solution, il suffirait de baisser les tarifs pour un accès à plus de monde et avoir un seuil de rentabilité plus court. Donc ça, c'est une remarque de David. Alors, à ce sujet, les prix, ils ont largement diminué. Aujourd'hui, une installation standard qui ferait 3 kg, on en parlera tout à l'heure, mais c'est à peu près dans les 8 000 €. Quand avant, les projets photovoltaïques, quand on faisait de la vente totale, oui, voilà, on entendait des projets à 20 000, 30 000, même plus. Donc, les prix ont largement diminué. Oui, après, il y a le coût des matériaux, le coût du transport, voilà. Alors, dernièrement, forcément, on a été impacté aussi par ça, mais ça ne s'est pas trop vu quand même. Sur l'aluminium, non, ça a été relativement encaissé. Il y a eu une augmentation des tarifs, mais relativement raisonnable. Oui. Le poids d'une plaque photovoltaïque, je ne sais pas dire exactement. C'est lourd, j'avais reporté, mais je ne connais pas le poids exact. Non, c'est vrai qu'après, selon la puissance par panneau, ça varie, mais voilà, on est plutôt sur du 20 kg. Si on regarde sur 375 watts crête, moi, il me semble bien que les artisans m'avaient mentionné ces poids-là, parce qu'il faut pouvoir les monter en haut d'une échelle physiquement, et donc il ne faut pas que ça devienne trop encombrant. Mais voilà, on pourra faire une recherche et faire un retour peut-être. Donc, installation sur charpente métallique possible. Il y a des solutions. Après, voilà, il faut voir vraiment directement avec les installateurs. Chacun a ses spécificités. Vous avez fourni les tarifs pour la vente totale. Pouvez-vous nous fournir les tarifs? On y arrive. Donc, quels sont les installateurs et les marques agréées? J'ai contacté Dualsun qui m'a fait une offre sur des panneaux classiques via son installateur local, Monabi, mais il n'a pas voulu me diriger sur des panneaux hybrides. Donc, on parle beaucoup dans les médias. Alors, c'est étonnant parce que Dualsun, c'est eux qui sont leaders là-dessus en France sur les panneaux hybrides. Donc, qu'est-ce que c'est un panneau hybride? C'est un panneau qui a une face donc en monocristallin qui va produire de l'électricité, donc du photovoltaïque, et en sous-face plutôt un système de type solaire thermique avec donc chauffage d'un fluide caloporteur. Donc, pour l'instant, c'est vrai que nous, à notre niveau, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience sur ce type de panneaux et sur leur efficacité de rendement, aussi bien pour la production d'eau chaude que pour la production d'électricité. Donc, on est vraiment au tout début de ce type de panneau. Donc, après, en termes d'installateur local… Ça fait partie de l'accompagnement. Tout à fait. Avez-vous des références bibliographiques au sujet d'un bilan carbone du cycle de vie d'un PV qui serait neutre au bout de 3 années seulement? Oui, ça, on pourrait vous trouver des informations à ce sujet. Donc, on note la question et on pourra vous faire passer une étude là-dessus. Donc, on va continuer sur le sujet donc, de l'autoconsommation individuelle. Donc, l'idée, évidemment, c'est de consommer tout ou une partie de l'énergie que l'on produit directement donc, sur sa toiture. Donc, on a 2 notions clés.
le taux d'autoconsommation. Et c'est ça qu'on veut absolument optimiser au maximum, puisque voilà, au vu du coût de l'électricité actuellement, on veut essayer de réduire notre facture, hein, donc de faire des économies. Et donc l'idée, c'est d'autoconsommer au maximum. Et la deuxième notion clé, c'est le taux d'autoproduction, qui est donc la part d'électricité photovoltaïque autoconsommée divisée par la consommation électrique totale du foyer. Donc, pour rappel, sans stockage, l'autoconsommation ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques. Le complément est donc bien sûr fourni par le fournisseur d'électricité classique. Ouais. Voilà, par exemple, tout bêtement, hein, la nuit, votre frigo il va continuer à devoir se déclencher et ce sera un moment où vous n'aurez pas de production d'électricité. Eh bien, ça continuera de consommer sur le compteur comme nous avons aujourd'hui. C'est ça. Et donc, après, en termes de tarifs d'achat du surplus, parce que donc, si on est sur un modèle d'autoconsommation où on ne peut pas tout autoconsommer, l'idée, c'est de vendre finalement son surplus aux fournisseurs d'électricité. Et donc, actuellement, on est à 13,13 centimes du kilowattheure. Et ça a augmenté aussi, puisque jusqu'à récemment, on n'était qu'à 10. On n'était qu'à 10 jusqu'à très peu. Donc, il y a une incitation vraiment à faire de l'autoconsommation avec revente du surplus aussi. Donc, quelque part aussi, ça limite les problèmes de ne pas avoir de batterie, puisque aujourd'hui, voilà, ça reste un tarif assez intéressant. Ouais. Donc voilà, un petit rappel sur ce qu'on peut faire de son surplus. Donc sans injection, donc on est raccordé au réseau, mais on s'engage à ne pas vendre ou ne pas injecter. Donc voilà, il faut généralement un dispositif technique assez coûteux, hein, c'est ça, pour installer ce genre de choses. Ouais, pour empêcher, voilà. Donc après, il y a session gratuite, c'est possible aussi de faire ça. Voilà. Mais ce qui est plus largement observé, c'est quand même la vente du surplus avec le tarif qu'on a évoqué à l'instant. En fait, cette session gratuite, elle se fait quasiment uniquement, parce que je ne vois pas d'autres cas où ça peut être pertinent, dans le cas où il y aurait quelqu'un qui fasse sa propre installation, dans le cas d'une auto-installation. À ce moment-là, quand on installe soi-même les panneaux, qu'on ne passe pas par une entreprise RGE, on n'a pas accès aux primes ni à la revente en surplus. C'est vraiment ça, c'est le fait de passer par une entreprise RGE qui conditionne l'accès à l'autoconsommation avec vente de surplus et l'accès à la prime aussi à l'installation. La prime à l'investissement, oui. Donc là, le contexte actuel fait que l'autoconsommation devient vraiment compétitive avec l'augmentation du montant de vente de surplus, l'augmentation aussi du coût de l'électricité, qui, bon, pour l'instant, est quand même plafonné, mais on sait que ça ne va pas durer. Oui. Donc, on prévoit quand même, on pressent des augmentations assez importantes d'ici à 2030. Oui, on a eu près de 15% d'augmentation du tarif réglementé de vente d'électricité au 1er février. On en parlera un petit peu plus tard. J'ai fait un récapitulatif de l'évolution sur les dernières années, mais effectivement, le prix du kilowattheure acheté, TTC, monte chaque année. Oui. Et donc, après, la baisse du coût de production aussi, quand même, du photovoltaïque. Hein, les investissements sont moins importants qu'ils ont pu être. Oui. Donc, le constat, c'est ça, c'est une convergence vers la parité avec le réseau qui fait que ça devient vraiment intéressant de s'orienter vers ce type de solution. Donc, comment est-ce qu'on optimise une installation? L'idée, en fait, c'est vraiment de consommer en instantané ce qu'on produit. Donc, il y a une notion de synchronisation où on va, autant que faire se peut, utiliser l'énergie au moment où elle est produite et au moment où il y a un pic de production. Donc, on y reviendra sans doute très vite, mais l'idée quand même, c'est de déplacer finalement les besoins en électricité vers le milieu de journée, principalement donc en été, hein, parce que c'est là où il y a les pics de production. Mais voilà, donc comme exemple, on voit les appareils électroménagers, on peut programmer le lave-linge, le lave-vaisselle
en milieu de journée. Le cumulus électrique, au lieu de le faire se déclencher la nuit, on le fait déclencher en milieu de journée. Exactement. Voilà, tout à l'heure, on parlait de pilotage qui peuvent le faire, mais une simple horloge à moindre coût, une horloge de programmation comme on voit sur les piscines, peuvent permettre de le déclencher, disons, de midi à 15h, midi à 16h le cumulus. On est sûr qu'il déclenche pendant le pic de production. D'ailleurs, on a une courbe de production. Oui, je crois que je l'avais mise. Voilà. Ah bah ouais. Donc là, on voit bien, en fait, ce qui est important, c'est bien sûr de bien comprendre sa consommation, son profil de consommation électrique. Et là, on voit à gauche donc une situation assez classique où on va travailler la journée. Donc, on n'a pas réellement de besoin électrique en milieu de journée. Et une situation à droite où il y a eu une optimisation de fait, hein, c'est-à-dire qu'on déplace certains usages vers le milieu de journée. Donc, évidemment, on va consommer davantage la partie orange. Je ne sais pas si je voulais rajouter quelque chose là-dessus. Mais peut-être juste une remarque quand même par rapport à la climatisation. Donc là, on fait le commentaire que la climatisation est très adaptée à l'autoconsommation. Mais je reviens au principe du tout début de ce webinaire pour rappeler que l'isolation est clé pour le confort d'été aussi. Donc, c'est important de se dire que oui, on peut avoir recours à des équipements de rafraîchissement, bien sûr, mais ça va générer d'autres consommations électriques. Alors après, on peut en effet, on va dire, lisser les consommations liées au rafraîchissement grâce à une installation photovoltaïque. Mais encore une fois, c'est toujours le même principe. Voilà, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Exact. Mais voilà, donc après, très intéressant aussi de garder à l'esprit ce ratio de 1/3 produit en hiver, 2/3 produit en été. Donc ça, en termes de production photovoltaïque annuelle, si on a très peu de consommation électrique en été, on ne va pas pouvoir optimiser son taux d'autoconsommation. Exactement. Oui, on va peut-être plus se replier vers la revente totale ou alors dimensionner son installation vraiment au minimum de manière à ne pas renvoyer sur le réseau à vendre l'électricité en surplus à un tarif qui est fixé aujourd'hui à 13 centimes versus de l'électricité que vous auriez pu autoconsommer qui est aujourd'hui valorisée aux alentours de 23 centimes d'euros par kilowattheure. Donc là, bon, on a déjà vu cette courbe, on a déjà mentionné l'importance de la synchronisation. Après, les cas les plus adaptés qui ont été observés, et après tu rentreras dans le détail des retours d'expérience, c'était vraiment les cas de figure où on a une piscine, notamment, qui va tourner, donc, dont le système de filtration va tourner 12 heures par jour sur les 4 mois les plus chauds de l'année. Souvent, on s'imagine ou on entend parfois dire que le poste piscine n'est pas un gros consommateur parce qu'on ne le voit pas, c'est au fond du jardin, on ne l'entend pas forcément et c'est loin de nous. En réalité, c'est des appareils qui sont assez énergivores. Le standard, c'est les moteurs, ils font généralement entre 750 et 1000 watts. 750 watts, il faut avoir en tête que c'est l'équivalent de 100-120 ampoules LED. C'est-à-dire que quand le moteur de piscine fonctionne pendant 1 heure, c'est comme si vous aviez 100-120 ampoules LED allumées pendant 1 heure. Donc, ça pour dire que c'est des appareils qui sont assez énergivores et qui fonctionnent au moment où il y a de la production, généralement, puisque ça fonctionne plus l'été, parce que c'est le moment où il fait plus chaud, mais aussi en journée, parce que c'est le moment où il y a la photosynthèse, où il faut brasser l'eau. Ça correspond tout à fait avec la courbe de production des panneaux photovoltaïques, qui se fait notamment l'été et bien sûr en journée. Donc après, l'important aussi, c'est vraiment d'arriver à mesurer en fait la courbe de consommation. Exactement. Voilà, il faut essayer de venir caler quelque part sa consommation sur la courbe de production photovoltaïque, c'est-à-dire bien dimensionner son installation d'autoconsommation photovoltaïque de manière à renvoyer le moins possible sur le réseau, puisque, comme on le voyait tout à l'heure, quand on le fait, on valorise le kilowattheure à 13 centimes d'euros versus 22, 23, et ce 13, il est fixe
20 ans, alors que les 22, 23, c'est le tarif auquel vous achetez l'électricité aujourd'hui. Mais on voit bien la tendance, c'est qu'il augmente un petit peu chaque année. Donc, chaque jour qui passe, c'est chaque jour un peu plus important, un peu plus intéressant en tout cas, d'autoconsommer l'énergie, de la capter pour alimenter ses propres appareils. Donc là, juste quelques exemples de puissance. Voilà, et ce que ça peut couvrir, hein. Donc, une installation d'1 kW crête, c'est vraiment pour essayer de couvrir votre consommation talon. Entre 1 et 3 kW crête, on va plutôt être sur voilà, une maison individuelle de taille moyenne, avec chauffe-eau électrique, machine à laver. Et puis, au-dessus de 3 kW crête, ça devient intéressant si on a des piscines. Exactement. Et en moyenne, nous, ce qu'on observe, donc c'est un taux d'autoconsommation situé entre 30 et 50%, selon évidemment le profil de consommation. Ça, c'est en France. En France, voilà. Alors là, je vais te laisser commenter. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'évolution du prix du kilowattheure. Là, je vous ai pris une courbe qui la représente sur les 5 dernières années. On voit qu'il est passé de 15-16 centimes d'euros en 2018 à aujourd'hui près de 0,22, 0,23. Ça, c'est le prix TTC abonnement compris, hein, donc vraiment tout compris. On voit qu'il augmente bien. Sur les 10 dernières années, on a constaté à peu près 4-4,5% d'augmentation en moyenne par an. Donc, c'est assez élevé et en même temps, quand on fait des projections aujourd'hui sur les simulations de rentabilité financière des projets, généralement, on prend pour hypothèse au moins 5%. Parfois, on voit 6%. Là, bon, ben, les modèles, il faut faire attention si vous faites des installations, des devis. Il y en a qui trichent un petit peu, qui vont mettre des augmentations du prix du kilowattheure démesurées. Bon, en réalité, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais ça va faire dire des fois des choses un peu étonnantes. On va vous promettre des rentabilités en 4 ans, mais faire attention. Mais oui, nous, on essaie d'être assez raisonnable, on va dire, en prenant 5, mais peut-être ça va être dans les alentours de ça. Juste pour compléter ce que tu disais, et là, c'est vrai que je ne l'ai pas ajouté, mais je pourrais la transmettre aux participants. Ce qui est intéressant d'observer, c'est vraiment le coût des énergies historiques des 20 dernières années. Quand on regarde les courbes des différentes sources d'énergie, l'électricité est toujours l'énergie la plus chère. Comparé au fioul, au gaz, etc. Bon, là, récemment, avec la guerre en Ukraine, le gaz a augmenté. Il y a des instabilités aussi sur d'autres énergies. Oui, c'est ça. Mais voilà, historiquement, de toute façon, l'électricité toujours l'énergie la plus chère. Les besoins ont largement augmenté. Ensuite, sur les installations photovoltaïques, alors en tout cas sur notre territoire, le territoire de la coopérative, les 50 communes, il y a à peu près de 43 000 points de livraison, donc compteurs. Territoire. En 2017, il y avait près de 50 demandes par an, contre 2022, 413, 9 fois plus. Cette année, on est qu'en juin, il y en a déjà eu 415, donc ça laisse voir vraiment l'augmentation et l'attrait des gens sur notre territoire pour le photovoltaïque. Et à juste titre, on est sur un territoire où on produit plus que les autres parties et aussi où on a des besoins plus importants en électricité l'été. Ça permet d'avoir des autoconsommations plus élevées et donc un rendement de l'installation, un rendement financier plus intéressant. Que je vous ai pris un peu plus loin. Ici, j'ai fait une petite étude sur les données qu'on avait entre 2020 et 2021 sur les pourcentages d'autoconsommation rapport aux puissances installées sur les toitures. En moyenne, un 3 kW crête se situait aux alentours d'un peu plus de 65% d'autoconsommation, qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Et comme vous voyez, par le fait qu'il y ait une synchronisation entre la production et les besoins, les piscines, les climatisations dans le territoire, il y en a quand même pas mal et ça ce chiffre. À côté de ça, je ne sais pas si c'est vraiment révélateur, mais on a vu une augmentation de la moyenne d'autoconsommation sur 2020 à 2021.
gens dimensionnent mieux ou consomment plus aussi sur les périodes estivales. Pour donner quelques repères, on a essayé de mettre en place un petit repère sur le profil d'autoconsommation sur les installations photovoltaïques. À ce sujet, déconseillé de mettre des installations. Bon, déjà, il faut avoir en tête que si vous passez par un installateur, généralement, ils ne vont pas mettre en place des installations de puissance inférieure à 3 kW. Il y a des coûts fixes de déplacement, d'installation qui font que c'est le minimum, on va dire, à partir duquel c'est pertinent de faire appel à un professionnel. Dans ce cas-là, il faut au moins avoir, nous on considère au moins, si vous voulez faire de l'autoconsommation, disons 5000 kWh de consommation annuelle et 1000 l'été, enfin dont 1000 l'été. Ça permet de s'assurer d'avoir suffisamment d'autoconsommation sur l'année et donc d'avoir une installation qui va être assez rentable. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez toujours envisager une installation photovoltaïque, mais peut-être pas en autoconsommation, mais davantage en revente totale. Après, le fait d'avoir un cumulus, on le voyait tout à l'heure, ça permet d'augmenter la part d'autoconsommation. Plus on est à consommer l'électricité et de l'eau chaude, plus on va consommer l'électricité, donc permettre d'augmenter la part d'autoconsommation. Là, on a fait juste une petite remarque sur le cas du site isolé, mais bon, c'est tellement marginal, simplement pour dire que dans ce cas de figure-là, l'électricité produite peut se conserver dans des batteries et il y a des subventions spécifiques qui existent, mais on doit remplir des conditions très précises. Donc, si jamais il y a des questions plus précises sur ce cas de figure, n'hésitez pas à revenir vers l'espace Conseil France Rénov'. Donc ça, c'est les différents modèles dont on a parlé, vente totale, autoconsommation, vente surplus et autoconsommation totale. Parce que l'autoconsommation totale existe, mais dans le cas de figure où on a une très petite installation, comme on l'a vu, 3 kW, ça ne peut pas faire 100% d'autoconsommation. Donc là, c'était juste une remarque par rapport à la question du stockage virtuel dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, en fait, à qui est-ce que ça s'adresse, ce type de… Bon, déjà, une première remarque, en fait, ce n'est pas quelque chose que la CESML propose. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui. Ouais. Parce que techniquement, ce n'est pas encore en place, ça le sera, à vous dire. Voilà. Mais pour les communes qui sont approvisionnées par Enedis et d'autres fournisseurs, on est dans une situation où ça devient intéressant, le stockage virtuel, quand on génère suffisamment de surplus. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? C'est que ce n'est pas de l'énergie gratuite, même si c'est nous-mêmes qui, en théorie, la produisons. Mais en fait, ce n'est pas notre énergie qu'on va consommer de ce stockage virtuel. Et donc, sur cette énergie stockée virtuellement, on doit payer donc des coûts d'acheminement, des taxes, des contributions, etc. Donc, ce n'est pas de l'énergie gratuite. Non, parce qu'elle ne reste pas en cercle fermé dans votre maison, elle repart sur le réseau le temps d'eux. C'est ça, c'est ça. Et ce n'est même pas la même qui revient, c'est d'où l'aspect. Ouais. Et l'autre, voilà, c'est ça, c'est un peu un jeu d'écriture. Donc, dans le cas où il n'y a pas de contrat d'obligation d'achat possible, là, en effet, le stockage virtuel peut être indiqué. C'est-à-dire, par exemple, quand on pose les panneaux soi-même ou quand on veut faire une installation, c'est-à-dire les deux cas de figure où il n'y a pas de prime à l'investissement dans le cadre d'une autoconsommation avec vente de surplus. Donc voilà, juste une petite remarque sur le stockage virtuel. Ensuite, voilà, comment choisir son dimensionnement et son modèle? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des outils pour ça, donc notamment évaluer mon devis par le site photovoltaïque.info. Il y a aussi l'outil qui est très reconnu, qui s'appelle AutoCalSol, qui est proposé donc, par un institut spécialiste de la question du photovoltaïque. Donc, c'est
ces références-là peuvent vous permettre voilà, d'étudier finalement, en rentrant un certain nombre d'informations relatives à votre logement, votre contexte, etc. De voir quels sont les retours, les taux de retour sur investissement, selon si on est en vente totale ou en autoconsommation. Donc, l'ordre de grandeur au niveau des investissements, donc là, on mentionnait autour de 8 000. Voilà, on est à peu près, ce qu'on observe actuellement, on est à peu près entre 2 200 et 2 500 euros, donc TTC, du kilowatt-crête installé. Oui. Après, il y a un peu d'économie d'échelle. Hein. Plus on en met, plus le prix unitaire diminue. Mais dans l'idée, ça dépend. Il y a plusieurs niveaux de gamme. Les panneaux ne se valent pas. Les garanties non plus. Voilà, il faut toujours bien remettre face à des prix, des qualités. Mais l'ordre de grandeur, c'est vraiment utile. Donc, je vois qu'on a dépassé un petit peu notre horaire. On arrive déjà à la fin de notre heure. Mais bon, voilà, on va juste terminer tranquillement quand même 2-3 points importants et permettre aux personnes de poser leurs questions. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a des surcoûts qui s'appliquent par rapport au raccordement au réseau, au consuel, au pilotage des consommations. Il y a aussi le coût d'utilisation du réseau, hein, qui est la taxe TURP, environ 25 € par an, et le coût de souscription au contrat d'injection d'énergie photovoltaïque qui est de 50 € à peu près une fois. au début. Donc là, on a fait un tableau récapitulatif que vous pourrez consulter tranquillement avec la version PDF. Mais voilà, un cas de figure à 1 kW-crête, un cas de figure à 3 kW-crête avec vente de surplus. Et on a voulu mettre en avant, en fait, les économies sur facture et le gain annuel escompté. Mais encore une fois, on est sur des moyennes. Donc, chaque cas de figure est bien différent. Tu voulais faire une... Parce que là, en fait, on a intégré aussi dans l'investissement, la prime à l'investissement. Voilà. Voilà, on va détailler maintenant. Et donc, on voit que la prime à l'investissement, vous pouvez en bénéficier uniquement dans le cas de figure où on fait de l'autoconsommation avec vente de surplus. C'est-à-dire qu'il faut souscrire un contrat d'obligation d'achat pour pouvoir bénéficier de la prime à l'investissement. Exact. Et seulement dans le cas de figure où on va installer donc sur des toitures par un installateur agréé et sur des ombrières aussi. Sur les ombrières et aussi, sur des carports. voilà, les carports, ça... Et pas au sol. Voilà, pas au sol. Et pas en auto-installation, bien sûr. Donc voilà, elle a été rehaussée, hein, elle était à 380, c'est ça, euros, et là, en début d'année, c'est passé à 500 €. Oui, c'est dégressif en fonction de la puissance qu'on installe. Mais oui, ça fait déjà 1 500 € sur un 3 kW, sur un projet qui fait 8 000, donc c'est un bon pourcentage. C'est ça, là, on voit bien la différence entre vente totale 7 600 € sans prime à l'investissement et 6 100 € avec prime à l'investissement. Voilà, après des petites remarques par rapport à la fiscalité, le fait que la TVA donc change dès qu'on passe au-dessus d'une installation de 3 kW-crête, de plus de 3 kW-crête, pardon, donc on passe de 10 à 20%. Il y a une exonération d'impôt sur les revenus issus du photovoltaïque, voilà, dans le cadre de... si on est en dessous de, voilà, toujours en dessous de 3 kW-crête, pardon, au-dessus de 3 kW-crête, on est obligé de déclarer en fait ses revenus de vente de surplus. Voilà, après, il y a des informations un petit peu plus techniques sur la modification de contrat, etc. Les démarches administratives, les déclarations préalables nécessaires donc, à faire auprès de la mairie, les questions d'assurance, il y a le consuel, il y a Enedis ou là, dans ce cas-là la CESML, la demande de raccordement, et puis l'acheteur obligé, voilà. Alors, tout ça, les démarches administratives, vous pourrez consulter ça tranquillement. Choisir un installateur, donc il y a un guide qui est très très bien fait de l'AQC qui reprend les points de vigilance, on va dire, comment identifier et choisir son installateur, la visite obligatoire préalable chez vous, la proposition commerciale qui doit être un devis papier obligatoire et pas seulement des propositions verbales. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver dans
la plaquette qui a été élaborée à ce sujet. Ensuite, vous pouvez trouver des installateurs localement par le biais de l'annuaire France Rénov'. Donc, il y a tout sur l'annuaire France Rénov', vous avez tous les installateurs avec les qualifications dont on parlait tout à l'heure, quali-PV, etc. Et aussi, on a bien sûr le service de transition solaire de la CESML. Donc, je ne sais pas si tu veux… Oui, en quelques mots, on a mis en place, il y a près de 3 ans, un système, un service gratuit d'accompagnement des projets photovoltaïques chez les particuliers. Le service il consiste en 3 étapes. La première, c'est d'informer les gens sur le fonctionnement du photovoltaïque, un peu comme on a fait aujourd'hui. Ce que ça coûte, ce que ça rapporte, est-ce que c'est pertinent et comment bien dimensionner chez la personne en fonction de ses appareils, de ses consommations, tous ces éléments. Dans un second temps, lorsque les gens sont intéressés pour aller plus loin et que le projet est viable, s'ils le souhaitent, on les met en relation avec un réseau de partenaires qu'on a sélectionné en amont. On a validé comme étant des entreprises sérieuses, qui travaillent avec du matériel de qualité, qui pratiquent les prix du marché et qui sont locales, donc des entreprises du coin. On essaye toujours de faire au moins 2 ou 3 devis, peu importe les travaux, et on ne déroge pas. Et dans un troisième temps, lorsque les gens souvent reçoivent les devis, ils ont souvent des questions, donc moi, je reste disponible pour analyser les devis, donner des conseils s'il y a des questions qui viennent. On propose aussi une visite de fin de chantier pour vraiment voir le projet du début à sa réalisation, voilà, pour accompagner les gens dans leur démarche. Parfait. On retrouvera tes coordonnées en fin de cette présentation pour prendre rendez-vous. Donc voilà, après une remarque sur l'entretien et la maintenance, il faut quand même penser dès l'installation à une facilité d'accès aux panneaux pour pouvoir quand même les nettoyer régulièrement, etc. Oui. Donc, il faut, dès la conception quand même. Ouais, dans le meilleur des cas. Après, de manière générale, dans notre territoire, les pentes de 30% avec la pluie, il suffit d'enlever le gros. La plupart elle est nettoyée déjà en grande partie. Après, s'il y a beaucoup de passages d'oiseaux, de choses comme ça, bon, il se peut qu'il y ait besoin de compléments. Mais de manière générale, voilà, l'entretien est très limité. Donc, un contrat de maintenance et entretien proposé. C'est possible. Systématiquement, pas systématiquement, non. C'est souvent les gens qui me demandent plus que les installateurs qui le proposent. C'est pas obligatoire. Pas des choses… Non, c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans les devis systématiquement. Ça rassure souvent les gens. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent? Tout dépend. Pareil, mais absolument obligatoire. Oui, mais en tout cas, il y a toujours un devoir de supervision, on va dire, de la part des propriétaires pour surveiller. Vérifier. Voilà, et puis même vérifier, suivre sur son application le bon fonctionnement. De toute façon, il y a des alertes qui arrivent. Mais voilà, si on voit des baisses de production, c'est peut-être qu'elle est encombre les panneaux, il y a des dysfonctionnements électriques. Voilà. Oui. Et donc, pour terminer, voilà, toujours faire plusieurs devis, on disait 2 ou 3 devis, comparer, utiliser les outils de comparaison qu'on a mentionnés, avec évaluer son devis par photovoltaïque.info, la visite obligatoire, ne rien signer jamais directement après une première visite, toujours avoir le temps de réflexion, ne rien signer sur des foires aussi. Oui, attention. Il y a beaucoup d'arnaques. On voit bien souvent des appels, un village où il y a d'un seul coup 3-4 appels qui se suivent. Ils passent dans des villages, ils font du porte-à-porte parfois. Il y a des choses il faut prendre du recul, pas signer à la va-vite. Dès qu'on vous presse, c'est mauvais signe. Aujourd'hui, les entreprises sérieuses n'ont pas besoin de presser, il n'y a pas de pénurie de panneaux photovoltaïques. Non, c'est généralement une technique commerciale d'urgence. Il vaut mieux prendre le temps. Très bien. Et puis après, voilà, les démarches administratives, il faut que ce soit clairement indiqué qui va s'en occuper. Voilà. Si c'est le propriétaire ou l'artisan. Oui, souvent, ce sont les artisans qui s'en occupent. Ils font la déclaration préalable auprès de la mairie, ADP, et une déclaration auprès de nous pour monter le dossier pour avoir les primes et la revente.
Voilà, donc document et site ressources, nous avons le guide régional de l'autoconsommation photovoltaïque sur lequel vous retrouverez la plupart des informations mentionnées dans ce webinaire, et puis le site de référence photovoltaïque.info. Et enfin, les dernières questions. On va essayer de se dépêcher, on a dépassé un petit peu loin. Alors, le taux de TVA, qu'est-ce qui explique que le taux de TVA passe de 10 à 20% lorsque l'installation dépasse les 3 kg? Ce n'est pas une règle très incitative. Ben, j'ai déjà eu cette remarque. En réalité, c'est une règle plutôt incitative parce qu'a priori, initialement, la TVA est à 20%. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir. C'est qu'elle a été réduite à 10% pour les petits projets, pour les projets de 3 kg et moins. Ça s'explique comment? Ben, certainement pour permettre au plus de gens d'accéder voilà, aux plus petites ressources, à accéder à des installations à moindre coût. Pourriez-vous me donner les contacts d'entreprises RGE pour faire une étude pour installer des panneaux sur ma toiture? Est-ce que les prix évoluent d'une entreprise à une autre? Là, on en a Oui, parlé un ça, peu, on plusieurs a devis. répondu à la question et des devis. Voilà, vous pouvez venir vers nous C'est ça. pour être mis en contact avec des installateurs, Donc, si c'est pertinent. Après. voilà, vous avez identifié donc plusieurs entreprises au niveau local. Et après, il y a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'aller sur le site, donc l'annuaire France Rénov', où toutes les entreprises voilà, Cali et PV sont répertoriées. Oui. Ça, je l'enverrai aussi avec la présentation pour À les inscrits. À quelle aide peut-on prétendre pour l'installation de panneaux photovoltaïques? On l'a déjà un peu dit, mais je rappelle très rapidement. Déjà, la vente en surplus, c'est une aide. Pas toujours à l'interpréter de cette manière, mais c'est le cas. Et la seconde, c'est aujourd'hui, voilà, la prime à l'investissement, un repère, 3 kW crête, c'est à peu près 8 000 €. L'aide correspond à 1 500 €. 1 500 €, oui. 3 kW. Voilà, et 6 kg, c'est 2 200 €. Production photovoltaïque au printemps et à l'automne sert d'avoir un tiers en hiver et 2 tiers en été. Pas de production en printemps et automne. À l'intersaison, alors si on a, c'est pour illustrer que lorsqu'on envisage d'installer des panneaux photovoltaïques parce qu'on veut se chauffer grâce à ça, on pense souvent à l'hiver, qui va être la période où on a le plus besoin finalement de se chauffer. Donc, c'est un peu pour ça qu'on prend ce référentiel de 1 tiers, 2 tiers pour faire prendre conscience qu'il ne faut pas se baser sur vos consommations électriques de chauffage d'hiver pour dimensionner l'installation. Après, oui, bien sûr, à l'intersaison, il y aura plus de production qu'en hiver. Donc, on va essayer d'autoconsommer au maximum et on va vendre du surplus. Dans cette illustration, il fallait avoir en tête que l'été et l'hiver faisaient 180 jours chacun, qu'on avait divisé l'année en deux. Pouvez-vous nous partager vos slides? Oui, tout à fait. Ça, on les enverra à toutes les personnes qui sont inscrites. La TVA, on en a parlé. Elle est proportionnelle. Alors après, par rapport au nombre de kilowatts crête, c'est ça. Oui, voilà, le au-dessus seuil de de 3 kg, on passe à 20%. Est-ce qu'on aura le compteur Linky? Je suis à Montarno. Alors, le déploiement est en cours. On a déjà réalisé le déploiement sur plus de 35% des communes de la coopérative. On a jusqu'à fin 2024 pour le réaliser. Donc, voilà, il y a une boucle qui est en cours. Montarno ne devrait pas tarder, en tout cas. Donc, dans tous les cas, par contre, si vous installez des panneaux photovoltaïques, le jour où on doit faire le raccordement, on vient directement remplacer, si vous avez un compteur normal, électronique, par un compteur Linky qui sera capable de compter dans les deux sens. C'est pour ça qu'on le met en place. Mais le déploiement, c'est prévu. Mais le déploiement naturel sera au plus tard à fin 2024. Je ne sais pas exactement quand ça sera. Formalité administrative vis-à-vis de la CESML. Donc, c'est un peu pareil que ce qu'on Oui, alors, deux possibilités. Soit c'est l'installateur qui le fait, et ça, ils ont l'habitude, c'est un dossier qui monte auprès de nous. Soit vous pouvez aller sur notre site internet, dans la rubrique « Je suis producteur d'électricité », inférieur à 36 kVA, il y a tout un dossier à remplir. Alors, si j'ai bien compris, dans le cas d'une consommation d'un logement situé principalement en dehors des périodes d'ensoleillement, qui induit un faible pourcentage d'autoconsommation, il est préférable de réaliser une vente totale et d'acheter l'électricité nécessaire à sa consommation. Et vous validez cette analyse. Et quid d'un projet de construction? C'est possible. Okay. Donc,
consommation du logement situé principalement en dehors des périodes d'ensoleillement, oui, c'est vrai que ça a plus de sens de partir sur un modèle de vente totale. En plus, on a vu qu'il y a eu des augmentations au niveau des tarifs d'achat qui vous incitent davantage à partir sur ce type de modèle-là. Donc oui, en effet, si c'est bien le cas. Il faut faire, ça reste au cas par cas, tout dépend des proportions. Parce que des fois, voilà, d'un logement à l'autre, on imagine que petite consommation, on n'est peut-être pas une et peut-être pour quelqu'un d'autre, donc il faut vraiment vérifier, mais dans le principe, en tout cas, oui. Dans le projet de construction, les aides sont les mêmes, pas de rien de particulier. Je devrais pencher. Les garanties des panneaux sont de 25 à 30 ans. Quelqu'un qui dit qu'il est en train de se faire installer un un champ. C'est pour ça qu'il faut nous quitter. Je disais que c'était en cours, c'est pas des. C'est vrai. C'est vrai. Les garanties des panneaux sont de 25 à 30 ans. Vers qui se tourner si on a des problèmes au bout de 20 ans, par exemple, quand on va constater que l'installateur n'existe plus. C'est pour ça que c'est important de trouver des installateurs qui sont fiables. Il y en a, les entreprises avec lesquelles on fonctionne, il y en a plusieurs qui sont déjà en place depuis 12, 13, 14, 15 ans. Donc, voilà. C'est un critère. C'est un critère de sélection. Quand vous renseignez auprès des entreprises, voilà, s'assurer de la pérennité autant que faire se peut. En tout cas, qu'ils aient l'historique, pas quelqu'un qui vient de s'installer il y a 6 mois ou un an. Je crois qu'on arrive au bout. Et alors, on est bien désolé d'avoir dépassé notre horaire prévu. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. On espère qu'on a pu répondre à pas mal de questions. S'il y en a d'autres, dans tous les cas, n'hésitez pas à reprendre contact soit avec l'espace conseil France Rénov, Guichet Rénov Occitanie, et on regardera votre projet plus en détail, ou bien sûr prendre contact aussi avec le service transition solaire de la CESML, avec les coordonnées donc, de Nicolas. Merci. Voilà, merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.